Bonjour à tous. Alors, je suis Frédéric Grelier de la société ERM et je suis en compagnie de Sébastien Franchetot du lycée Chéri de Grasse, à Grasse. Nous sommes très heureux de partager un petit peu ce webinaire aujourd'hui avec vous. L'objectif, c'est de parler Smart Grid. Alors, on est en train d'essayer de se connecter au live de Facebook. A priori, il y avait un petit souci technique pour le moment. Pas d'inquiétude, de toute façon. Nous allons enregistrer cette présentation et la vidéo ensuite sera disponible à chacun d'entre vous. Vous pourrez donc la revoir sans aucun problème. J'enverrai un mail avec le lien vidéo, ce numéro. Donc, cette vidéo ne sera pas publique. Elle sera protégée par un mot de passe. Et vous allez pouvoir, avec vos élèves, la revoir et la réutiliser au besoin. Voilà. De ce pas, je vais laisser la parole à Sébastien. Voilà, il est 10h23, le Facebook Live n'a pas l'air encore bien démarré. Mais bon, on va faire au mieux. Voilà, Sébastien, je te donne la parole. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que par les temps qui courent, c'est un peu compliqué. En premier, j'aimerais bien remercier la société ERM qui nous permet d'utiliser sa plateforme pour qu'on puisse faire une continuité pédagogique. Donc, on va essayer, alors pas d'avoir la vérité dans tout. Sur le Smart Grid, c'est pour tous les niveaux, que ce soit la seconde, les premières, les terminales. On a une expérience qui a eu lieu dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Nice Grid, qui a été une expérience réussie, puisque Nice Grid fonctionne encore. Donc, on va essayer de voir un peu comment ça a été monté et quelles sont les techniques employées, le matériel utilisé. Et après, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour qu'on ait une amélioration. Alors, on a fait une présentation de ce Smart Grid, justement pour que derrière, vous ayez un accès avec cette vidéo, avec vos élèves, avec mes élèves aussi. Je suis enseignant au lycée Léon Chéris à Grasse. Donc, justement, d'avoir une formation sympathique à refaire avec les jeunes de tout niveau, puisqu'on peut partir de la seconde sur vraiment le principe de l'application de qu'est-ce que c'est un Smart Grid. Et derrière, après, de rentrer un peu plus dans la technique, on verra des transformateurs solaires, des choses qui ont été mises spécifiquement en place pour cette formation Nice Grid. Donc, je vais vous partager mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Ça, je compte sur Fred justement pour me dire que tout va bien. Tout va bien, effectivement. Voilà. Tout va très bien, c'est parfait. Donc, on va pouvoir lancer. Je vois qu'on est déjà 119 sur la plateforme. Donc, ça tombe bien, ça continue de grossir. Alors, comme pour tous ceux qui arrivent, ne vous inquiétez pas, tout va être enregistré. Les liens vous seront envoyés pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Donc, au niveau des smart grids, donc, il y a eu, comme je vous disais, une expérimentation. Alors, il y en a eu plusieurs. Moi, celle que je connais le mieux, c'est celle qui est à côté de chez moi, c'est Nice Grid. Donc, on est parti justement sur le principe de lancer une présentation générale de tout niveau sur Nice Grid. Donc, c'est pour mieux comprendre les évolutions. C'est une évolution en fait qui va être nécessaire. Le Smart Grid, à l'heure actuelle, va être entièrement nécessaire à la fonctionnalité de nos réseaux électriques. On sait très bien qu'on est en limite complète de capacité sur pas mal de zones. Alors nous, les Alpes-Maritimes, par exemple, on a une seule ligne 400 000 volts qui nous alimente jusqu'à Carros, donc à côté de Nice. Et après, on a une ligne 225 000, mais qui est située dans le Var. Donc, on a une surcharge qui est faite par des problèmes de température. Alors, même pas que des problèmes de froid, puisque sur la Côte d'Azur, on a des problèmes surtout de chaud. C'est-à-dire que les clims ne consomment pas grand-chose, mais il n'empêche que le nombre de clims posés sur la Côte d'Azur nous pose des problèmes aussi en été. Donc, souvent, on a des surcharges. Et quand on a des ruptures, il y en a eu une en 2012, on a eu un blackout complet qui a mis une journée à se résorber, puisqu'en fait, la ligne 225 000 dans le Var n'était pas capable de prendre la charge nécessaire pour alimenter tout jusqu'à Nice, puis voire plus loin, Menton et les autres villes du département. Les smart grids, qu'est-ce que c'est exactement?
Aujourd'hui, l'efficacité énergétique devient une priorité pour chacun de nous. Nous voulons mieux piloter notre énergie pour consommer moins et mieux. L'efficacité énergétique est aussi au cœur des priorités de GDF Suez. Les réseaux électriques actuels font en effet face à des usages et des besoins qui évoluent rapidement. Ils doivent donc eux aussi évoluer pour devenir plus communicants, plus interactifs, plus intelligents, plus smart. Les innovations des technologies de l'information et de télécommunication offrent aujourd'hui la possibilité de suivre et d'agir sur l'état du réseau en temps réel, de collecter, d'agréger et d'analyser des données pour prévenir les pannes, d'optimiser le système et même de stocker de l'énergie. Pour vous et moi, les technologies smart, c'est par exemple le smart metering, un service de télérelève permettant de suivre au quotidien sa consommation d'énergie ou d'eau chez soi. Alors, entre autres, celui-ci, c'est le temps d'écrier Linky pour la partie électricité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le Linky, outre le fait de soi-disant suivre nos consommations, savoir à quelle heure on se réveille et à quelle heure on prend notre petit déjeuner, a quand même un intérêt principal. L'intérêt principal, c'est d'avoir une télérelève constante, justement, de nos consommations pour pouvoir ajuster au mieux et savoir ce qui va se passer sur nos réseaux électriques. Avant qu'il y ait une télérelève automatique avec le Linky, on avait des relevés de compteurs tous les 6 mois. Ce relevé de compteur, il nous permettait de faire des estimations, mais on avait des gros problèmes sur les différentes parties. Quand on avait un froid qui arrivait en cours de route, on savait qu'il allait avoir une surconsommation, mais on n'imaginait pas à quel point on allait surconsommer. Donc le smart metering, le Linky pour Enedis, nous permet justement d'avoir une valeur toutes les 24 heures à l'heure actuelle. On pourrait relever toutes les 15 secondes, mais en fait, réellement, à l'heure actuelle, il relève toutes les 24 heures pour pouvoir ajuster justement et demander aux producteurs d'énergie d'ajuster leur production au mieux possible. C'est aussi le Smart Home, une box qui gère votre confort domestique, la sécurité et potentiellement plus encore. À l'échelle d'une ville, cela peut permettre d'adapter la production et la demande d'électricité aux besoins réels des habitants. Enfin, les technologies smart, c'est aussi le stockage d'énergie pour garantir et sécuriser l'alimentation en énergie de tous, même pendant les pics de consommation. Des expérimentations sont menées par GDF Suez en Belgique et en France, comme à Lyon et Grenoble, avec le projet Greenlist, premier projet Smart Grid à tester le fonctionnement d'un système électrique intelligent dans sa globalité, du producteur au consommateur final. Mettre de l'intelligence dans les réseaux pour vous assurer un service toujours plus performant, c'est tout l'enjeu des technologies smart. Donc voilà, on voit qu'il y a bien entendu d'autres projets que Nice Grid. Greenlist a été un des gros projets aussi qui a bien fonctionné. Nous, on se situe aujourd'hui sur Nice Grid. C'est ce qu'on a appelé le quartier solaire intelligent, puisqu'en fait, il y a eu, bien entendu, beaucoup de mise en place de modules PV qui avaient été plus ou moins abandonnés pendant un temps dans l'État français. On a eu des problèmes de tout ce qui était au niveau financement où ça s'est arrêté et ça va reprendre au fur et à mesure puisqu'en fait, on se rend compte que le système PV est quand même un des systèmes écologiques et qui nous permet d'avoir de l'électricité en nombre suffisant dans la plupart des régions de France. Donc, c'est un des principaux démonstrateurs français. Donc, il y a eu quand même 30 millions d'euros d'investissement, bien entendu avec des aides publiques, mais aussi beaucoup d'investissements de la part d'Enedis et d'EDF, qui ont énormément investi dans ce quartier-là. Ce quartier, en fait, il regroupe 300 foyers, 300 maisons, 300 maisons individuelles, 12 clients industriels, ce qui est quand même assez imposant, 12 clients industriels, dont une de nos plus grosses industries, parce qu'en fait, la Côte d'Azur est connue pour ses hôtels et sa plage. On a quand même de l'industrie. On a entre autres Arco Pharma, qui en ce moment, avec ce qui se passe, est beaucoup sollicité. On a 12 clients industriels et Arco Pharma a accepté de faire partie de cet essai Smart Grid. Donc, ça se situe à Carros. Donc, Carros, c'est juste à côté de Nice. Donc, ça fait partie de la métropole niçoise. Et donc, la métropole, bien entendu, a bien entendu été un très, très bon soutien pour Nice Grid. Donc, 300 clients, 2350 compteurs Linky installés pour 300 clients et 12 clients industriels, et une 2350. Donc, on verra qu'en fait, ils se sont surtout servis du compteur Linky pour faire les modes de communication de consommation. Il y a eu 2,5 MW crête de production solaire sur Carros et il y a eu un stockage. Donc, stockage sur batterie lithium. On aura l'occasion de détailler tout ça.
en capacité de stockage, donc 1,5 MW. On a pu faire ce qu'on appelle un îlotage. Donc un îlotage, c'est-à-dire couper carrément ce quartier du réseau électrique traditionnel, donc qui soit en autonomie. On a fait un îlotage de plus de 5 heures. Et réellement, sur un des essais, on est quasiment arrivé à 8 heures. Donc tous ces engagements, bien entendu, autres, il y a les environnementaux, bien entendu, hein, sauf qu'il va falloir derrière qu'on puisse soulager nos réseaux électriques de pas mal de choses. Entre autres, on en entend parler tous les jours, enfin pas trop en ce moment puisqu'on a d'autres préoccupations, mais les véhicules électriques. Donc les véhicules électriques, c'est quelque chose qui consomme énormément. Une borne de recharge de rue traditionnelle va être à 22 kW. Donc imaginez le nombre de bornes de recharge qu'on peut avoir. Si toutes les voitures électriques se connectent en simultané, c'est des multiples de 22 kW qui vont arriver. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une demande d'énergie énorme. Par exemple, nous, la Côte d'Azur, on est incapable de faire. Hein. On a eu deux équipements d'auto bleu sur Nice. Il y en a un troisième qui a été demandé, mais à l'heure actuelle, Enedis n'est pas capable de le faire passer sur leur réseau électrique puisque ça ne pourra pas tenir. Donc, on va être obligé de passer sur un type de réseau qu'on appelle intelligent, c'est-à-dire on va être obligé d'y introduire de l'énergie renouvelable dedans et aussi, bien entendu, d'être capable de faire transiter l'électricité au bon endroit et au bon moment. Donc, obligatoirement, on va être obligé de venir intégrer dans ces réseaux une intelligence pour qu'on puisse dire, voilà, il y a des priorités, il va falloir prioriser des choses. Depuis toujours, l'électricité est distribuée selon un mode immuable, tel une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients là où elle est consommée. Un réseau électrique qui sait faire face avec la même efficacité à des besoins variables d'une région à l'autre. Le stockage de cette énergie étant impossible, il est indispensable d'équilibrer à chaque instant production et consommation. Objectif, lutter contre l'instabilité du réseau local et éviter les surtensions ou les sous-tensions, voire les pannes qui pourraient en découler. Auquel s'ajoute la variation horaire liée au passage du jour à la nuit. Depuis les années 50, les usages de l'électricité se sont considérablement développés. Les infrastructures ont suivi cette évolution. Aujourd'hui, les 700 000 km de réseau moyenne tension sont gérés par 30 tours de contrôle, appelées agences de conduite régionales, réparties sur tout le territoire. Elles pilotent à distance plus de 100 000 points de commande. En cas d'incident, ces points de commande permettent de rétablir le courant à distance en à peine quelques minutes. Ainsi, nos équipes, sans gêner le client, pourront rapidement réparer le réseau. En revanche, si l'incident se produit localement, seul le client peut nous informer. L'objectif est aujourd'hui d'améliorer la qualité et la fiabilité de la fourniture d'électricité en renforçant le pilotage du réseau local jusqu'au compteur du client. D'autres défis sont à venir. Premier défi, le développement rapide des énergies renouvelables.
Le consommateur devient producteur d'électricité en s'équipant de panneaux solaires sur un réseau qui n'a pas été conçu pour ça. Avec plus de 100 000 nouvelles installations chaque année, c'est un équilibre de plus en plus complexe qu'il faut gérer localement. Or, ces énergies sont intermittentes, soumises aux aléas climatiques et donc peu prévisibles. Le solaire ne produit de l'électricité qu'en plein jour, à des heures où les particuliers consomment peu et pour cause, ils ne sont pas chez eux. Second défi, 2 millions de véhicules électriques sont attendus dans moins de 10 ans. Ce qui va changer la donne en termes d'équilibrage du réseau, la recharge électrique sera mobile et imprévisible. Le conducteur voudra recharger son véhicule en rentrant le soir, mais aussi au bureau, dans la rue, sur un parking ou même sur la route des vacances. Deux solutions s'offrent à nous. Soit renforcer le réseau pour gérer ces pics de consommation, mais au prix de nouvelles infrastructures très coûteuses, soit concevoir un réseau entièrement pilotable. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Parallèlement, lors d'un pic de consommation, votre fournisseur pourra vous alerter et vous inviter à éteindre certains équipements. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. Donc, on le voit bien dans cette vidéo, en fait, notre mode de production d'énergie qui était unilatéral avant, on a voulu mettre des installations photovoltaïques. Alors, à l'époque, on a tous fait ça d'ailleurs en établissement scolaire. On faisait du raccord des réseaux, raccord des réseaux, raccord des réseaux, voire quelques sites isolés, mais on faisait beaucoup de raccord des réseaux. Et on se rend compte que déjà, comme ils le disent dans la vidéo, nos tuyaux n'étaient pas capables d'alimenter correctement l'intégralité des besoins. Bien entendu qu'il en est encore moins compte possible pour rajouter en plus dessus une production qui a été faite. Donc, on va se retrouver obligatoirement avec des encombrements. Donc, la seule solution, en fait, ça va être de passer à un autre mode de système photovoltaïque. C'est les systèmes d'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation, ce n'est pas obligatoirement personnel, c'est ce qu'on va voir par la suite. Ça peut être une autoconsommation aussi partagée, mais partagée par quartier. C'est-à-dire qu'au tout début, on avait l'idée de faire d'une grande smart grid. La région sud, maintenant qu'on appelait la région PACA avant, avait même passé un temps, dit qu'on serait la première smart région de France. On se rend compte que piloter déjà juste un quartier, c'est déjà assez compliqué. Si on commence à avoir des ensembles grid trop importants, donc des ensembles smart grid trop importants, on aura une difficulté de gestion pour avoir une gestion vraiment précise. Donc, en fait, on se dirige plus maintenant vers des micro-grids, c'est-à-dire justement gérer des ensembles de petits quartiers, voire des petites villes ou villages, mais on va éviter tout ce qui est gestion globalisée, même d'une petite métropole comme la métropole niçoise, qui n'est pas une des plus grandes métropoles de France, mais on va justement là avoir des microgrids et on va après encapsuler tous ces microgrids dans un principe de gestion d'énergie. Donc, on va voir, ça s'appelle le NEM pour la partie qui a été faite à Nice Grid, pardon. Et donc, à Nice Grid, en fait, on a un NEM, mais qui est, lui, basé sur Lyon. C'est-à-dire que la gestion a été prise à Lyon. Pourquoi pas, puisqu'en fait, on va pouvoir se recentraliser justement l'ensemble de ces données à un point commun qui va là aussi pouvoir gérer après différents
microgrids à différents endroits. Donc, l'arrivée massive, bien entendu, photovoltaïque. Donc, le Grenelle de l'environnement nous avait déjà poussé à faire de l'arrivée. L'énergie finale, donc on devait produire 23% de son énergie à partir des énergies renouvelables d'ici à 2020. Il n'empêche qu'on n'y sera pas encore. En plus, avec les circonstances actuelles, on y sera, je pense, encore moins. On aura en plus des excuses. Si on prend par exemple la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc région sud maintenant, et le Languedoc-Roussillon qui s'appelle la région Occitanie, je crois maintenant, de mémoire, la production d'énergie renouvelable, donc distribuée, en 2015, on était déjà à 2350 mégawatts. Donc, optimiser l'exploitation du réseau de distribution. Donc, bien entendu, il y a une forte production d'énergie issue du photovoltaïque. Pour ça, il va falloir qu'on stocke de l'énergie. Alors, on sait qu'on ne peut pas stocker énormément d'énergie d'un seul coup. Par contre, on peut mettre des packs batteries à plein d'endroits, justement, pour avoir des récupérations qui vont nous permettre d'éliminer les pics de tension et ainsi de suite. Donc, réduire la pointe électrique au niveau d'une ville. Donc, nous, c'était Carros, le cas actuel, le cas échéant. Étudier et tester le fonctionnement d'une zone de consommation autonome. Donc, est-ce qu'on était capable d'isoler un quartier, donc l'îlotage du quartier, pendant qu'il y ait un gros pic de consommation, par exemple le soir, en plein hiver, même si chez nous, les températures elles sont pas très, très, très basses, on est quand même des frileux maintenant au départ. Donc, on va essayer justement de faire un îlotage de ces quartiers-là pour rehausser la production. Donc, donner aux consommateurs un rôle actif, et ça, c'est toujours la même chose. On le voit en ce moment d'ailleurs encore, avec les problèmes actuels. Donner un rôle actif à un consommateur, il y en a avec qui ça va marcher et d'autres avec qui ça va vraiment bien moins marcher. Donc, pour arriver à faire un équilibre de production, consommation, stockage, il va falloir que chacun intervienne et réagisse correctement. On sait que ça ne sera pas faisable dans un lot de personnes global. Donc, ce qu'on va en fait générer, c'est le principe des smart homes. C'est-à-dire, on va demander à l'intelligence, là aussi, de venir gérer au mieux possible automatiquement la maison par rapport à des informations qui lui arriveraient de l'extérieur. Sur Nisgrid, ça a été fait donc avec les compteurs Linky, où on a branché justement les lecteurs TIC dessus et on a utilisé là leur crosser plane justement d'une façon un peu différente. Donc le but a été d'engager tous les clients de Carros, donc les 300 foyers, ça a été justement d'essayer de faire en sorte qu'ils soient partie prenante. Donc ça a été bien entendu pas imposé, ça a été des gens qui ont été volontaires. Donc il y a eu 5 offres quand même qui ont été proposées. Donc dans ces 5 offres-là, il y a eu des offres d'été, des offres d'hiver, c'est-à-dire qu'on leur a proposé bien entendu pas mal de choses pour qu'ils acceptent de valider un principe de smart grid. Donc, dans ce principe-là, il y a eu 3 offres en été. Il y a eu le bonus solaire. Donc, c'était lors des 40 jours solaires, donc sur l'été 2014 et 2015. Donc, on envoyait justement, on informait la veille par SMS ou par email le placement de consommation pour la tranche de 12 à 16 heures, ce qu'on appelle les heures solaires. C'est-à-dire qu'on a appelé ça les heures solaires entre 12 et 16 heures. C'était là où il y avait de la bonne production photovoltaïque. Donc, on avait demandé à ce que tous les gros consommateurs, quand ça était faisable, quand on était bien entendu ou avec une machine à laver par exemple programmable ou alors quand on est à la maison, justement d'envoyer ces consommations-là, ces gros consommateurs-là, au moment des heures solaires. EDF, pour faciliter l'autorisation de tout le monde, a envoyé en fait des chèques cadeaux à tous ceux qui jouaient le jeu correctement, donc ce qui a permis d'avoir une belle séquence de personnes qui le faisaient. Le ballon d'eau chaude intelligent. Alors, ballon d'eau chaude intelligent, c'est un grand mot. Ce n'est pas des ballons d'eau chaude complètement différents de ceux qu'on a tous à la maison pour ceux qui sont en ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, c'est que simplement, on venait le contrôler avec le Linky, donc en hors plein hors creuse. Et là, par contre, c'était un complément de l'offre classique. Donc, ça s'enclenchait aussi automatiquement quand EDF en avait besoin, avec ERDF, quand ils en avaient besoin, Kenedis, de lancer justement la chauffe des ballons pour pouvoir contrôler les tensions. Équipement solaire intelligent. Donc, cette offre, elle incluait la production via des modules photovoltaïques en toiture et l'installation de batteries résidentielles. C'est-à-dire qu'on va voir justement, c'est qu'on a eu une installation qui a été financée de modules photovoltaïques et de surcroît, il y a eu des packs batteries qui ont été installés chez les clients, dans les rues et dans les postes sources. Il y a eu des zones pour l'hiver, donc des offres pour l'hiver. Donc l'économie volontaire, donc réduire leur consommation,
entre 18h et 20h, où on sait que c'est là où il y a le pic. Donc pendant 20 jours, on a un pic à la demande sur les heures d'hiver. C'est quand les gens rentrent du travail, on a tout de suite tendance à rallumer nos chauffages un peu en force parce qu'on n'a pas très chaud. Donc on a voulu faire aussi du chauffage électrique piloté, donc par le biais du compteur Linky, hein, donc conçu pour arrêter et réduire les systèmes de chauffage à une durée limitée. Donc en gros, on a fait une sorte de délestage avec le compteur Linky, mais géré pas que sur une maison, mais géré sur un quartier. Donc, deux solutions proposées pour les parties industrielles et les autorités locales. Donc, l'effacement piloté, donc, qui a eu un principe, c'est de dire, là, avec un contrôle à distance, on vient piloter les chauffages, les ventilations, l'eau chaude, même le CS, l'eau chaude sanitaire, et tout ce qui est four, unité de réfrigération, fourneau, donc pour justement arriver à piloter à distance ces consommations énergivores de l'industrie. L'effacement comportemental, réalisé en contrôle manuel, donc avec suivant les requêtes de la gestion, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens d'être intelligents. Bien entendu, une industrie, on ne peut pas s'amuser à faire ce qu'on a envie avec une industrie. C'est plus difficile qu'avec une maison. Une industrie, on ne peut pas couper l'électricité comme on a envie, on ne peut pas les îloter comme on a envie. Donc, obligatoirement, il fallait que ça passe par des accords. Donc, avec Arco Pharma, par exemple, il y a eu des très beaux accords. Arco Pharma a vraiment joué le jeu pour qu'on puisse voir ce qu'on était capable de faire au niveau des effacements d'une industrie. Donc, les quartiers solaires. Donc, le solaire sur la région PACA est en croissance continue. Après la carte d'ensoleillement d'irradiation, on se retrouve justement dans une des régions les plus belles pour faire du solaire. Donc, il y a toujours d'ailleurs 104 MW raccordés en un an. Ça reste vrai, ça grimpe un peu de plus en plus. On se retrouve donc avec des puissances en PACA de 2300 MW d'ici à 2020. Ça, pour le coup, en PACA, on y est. Il y a eu pas mal de réassorts de photovoltaïques qui ont eu lieu. Intégrer la production photovoltaïque, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui est le plus compliqué à l'heure actuelle au niveau de notre réseau électrique. Donc c'est clair que quand on balance beaucoup d'énergie dans les tuyaux, on fait ce qu'on appelle une congestion de notre réseau électrique. Donc 94% de la photovoltaïque est raccordée au réseau public à l'heure actuelle en distribution, c'est-à-dire au réseau de moyenne et basse tension. Intégration massive dans cette énergie intermittente, donc c'est très très compliqué pour l'absorber. Donc c'est pour ça que des choses différentes ont été mises en place sur la zone de carrosse, justement pour pouvoir simplifier notre réseau, c'est-à-dire faire du stockage local et faire de la consommation locale partagée, mais de la consommation locale partagée. Donc les heures solaires, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est donc la meilleure des solutions, c'est-à-dire d'envoyer les consommations entre 12 et 16 heures, donc sur les 40 jours les plus ensoleillés. Donc 12 et 16 heures, appelées les heures solaires. Donc là, pareil, pour que ça fonctionne et que les gens soient des alors ce qu'on va appeler des consommateurs, en fait, c'est plus des consommateurs, c'est des consommateurs. Le consommateur, en fait, EDF a donné des chèques cadeaux, donc pour qu'ils permettent d'avoir des prix aussi équivalents qu'en heure creuse. Et donc, je dirais que ça a arrangé un peu tout le monde avec des factures électriques moins imposantes pour les participants et pour EDF et Enedis d'avoir justement des fonctionnements plus stables de leur réseau. Donc, les résultats, ils ont été probants sur, bien entendu, l'offre bonus solaire. Il y a eu 22% de la consommation qui a été déplacée de 12 à 16 heures. Donc, 22%, c'est quasiment un quart. C'est déjà un très, très beau, en sachant que les gens travaillent, c'est déjà une très, très belle réussite. Le ballon d'eau chaude, lui, par contre, c'est 56% de la consommation qui a été déplacée. Donc, on voit que là, le contrôle, dès qu'en fait, c'est un contrôle distant, c'est-à-dire que les gens ils sont déjà plus à l'aise, ils ne sont pas obligés de rentrer du travail pour faire une machine à laver. C'est le ballon d'eau chaude qui va permuter automatiquement tout seul. Donc, grâce au compteur Linky, ça a permis justement 56% de déplacer 56% de cette consommation. Donc, réduire la pointe électrique au niveau de la ville de Carrosse, c'est là que c'est l'enjeu majeur pour la région, c'est de diminuer ces pointes d'électricité. Donc, vu qu'on est en bout, tout bout du réseau, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que la ligne en rouge, c'est la ligne 400 000, c'est la ligne de Carrosse. Donc, on a une ligne supportée ici qui va de 225 000, donc qui a été maintenant agrandie pour justement arriver plus proche des lots qui ne l'étaient pas. Mais bon, 225 000 sur 400 000, on est clair qu'on n'arrive toujours pas pour l'instant à alimenter en cas de problème l'intégralité du département des Alpes-Maritimes.
Donc, la demande correspond au moment où l'appel de puissance sur le réseau électrique est le plus élevé au cours d'une année donnée. Donc, les pointes électriques nationales, ça a battu des records en 2012, on en a parlé. Hein, chez nous, c'est pas que ça a battu des records, nous, on s'est éteint complet, alors que les Alpes-Maritimes étaient éteints. La ligne de 125 000 est arrivée à alimenter quasiment la moitié de notre département, mais pas la suite. C'est-à-dire que Nice était complètement éteint, Menton et tout ce qui était proche frontalier italien était complètement éteint. Donc, c'est une partie qui a été très, très compliquée, d'où l'intégration, entre autres, du principe de Nice Grid et de la forte volonté de la région PACA pour passer sur une gestion justement un peu plus autonome de notre production d'électricité. Un point très, très compliqué, comme dans toutes les communes, par contre, c'est justement l'éclairage public. L'éclairage public d'une ville, c'est ce qui consomme le plus et c'est ce qui coûte le plus d'ailleurs à une municipalité. Donc, bien entendu, essayer de diminuer cette capacité était très, très importante. Hein. On aura l'occasion d'en reparler après. En attendant, nous, ce qui a été mis en place sur Carrosse, donc pour Nice Grid, c'est du stockage. Donc, il y a eu plusieurs systèmes de stockage qui ont été mis en place pour arriver à 1,3 MW de puissance stockée. Donc, 43 de la puissance totale réduite a été générée par les systèmes de stockage pendant l'hiver, 2014 à 2015. Alors, on n'a plus de chiffres exacts maintenant de Nice Grid, puisque l'expérimentation Nice Grid s'est arrêtée. Maintenant, ça a duré 4 ans, elle s'est arrêtée, mais Nice Grid fonctionne toujours. Donc, le système est toujours en place. On n'a plus de relevé maintenant d'état, mais a priori, ça fonctionne encore très, très bien. Ambitieux du projet Nice Grid, c'est l'îlotage d'un quartier. Ce quartier, c'est le quartier de la première rue dans la zone industrielle de Carrosse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on décroche complètement un îlot du réseau principal de RDF et le quartier est en autonomie grâce uniquement à la production d'électricité dans cet îlot. On va créer un blackout volontaire de 3 minutes dans le quartier et redémarrer l'alimentation du quartier. On va vous alimenter avec les panneaux photovoltaïques installés sur votre toit et la batterie qui va permettre d'équilibrer la production et la consommation sur le petit réseau électrique. Ça fonctionne, on n'a eu aucune perturbation pendant tous ces mois. Après cette micro-coupure de 3 minutes, tout redémarre, l'activité fonctionne normalement. Le quartier a pu être alimenté uniquement au moyen de panneaux photovoltaïques et de stockage par batterie pendant 5 heures, ce qui constitue une première mondiale. Alors, a priori, Fred me dit qu'il y a des questions. Donc, je vais lui laisser la parole un petit peu et j'essaierai de répondre autant que je peux. Oui, alors en fait, on a une question. La question est la suivante. Voilà. Au début de la présentation, Sébastien nous a dit qu'il y avait 300 clients et 2500 Linky. Oui. Et donc, la question, en fait, d'où vient le différentiel des contrats Alors, le différentiel, on va le voir justement un peu après. En fait, le différentiel, il est dans la gestion qui a été décidée à Carrosse des éclairages publics. Grossièrement, les mâts ont tous été équipés de Linky. C'est-à-dire qu'on a utilisé beaucoup de Linky, en fait, entre autres pour les packs batteries, pour avoir des informations exactes de chaque pack batterie. Et pour l'éclairage public, la solution qui a été choisie a été une solution de mettre des Linky, ce qui est normal, c'est la société Enedis qui s'est occupée justement de toute cette remontée de mesures, donc ils le maîtrisent parfaitement bien, leur Linky. Donc il y a eu beaucoup de Linky installés pour l'éclairage public et sur les différents packs batteries qui ont été posés, aussi bien à domicile que dans la partie rue. Il y a des Linky, à chaque fois que vous avez un système photovoltaïque, on y met un Linky, justement pour avoir le compte de la production de ce système-là. Ce n'est pas qu'une enveloppe globale qu'on veut, c'est bien des informations de chaque élément. Donc, on a les consommateurs, les productions, les stockeurs, les éclairages publics. Et en fait, le nombre de Linky est énorme par rapport, c'est vrai, au nombre de clients finaux. Voilà. On a une autre question.
Où on nous demande voilà, si la production photovoltaïque est possible partout en France. Oui, bien sûr, enfin, je réponds à ta place. Hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Elle est possible partout en France. Hein. Alors, c'est vrai qu'au sud, on est des fois un petit peu mieux loti en termes de soleil. Hein, mais c'est pas dit, mais c'est tout à fait possible. Possible. En fait, si on regarde la carte d'ensoleillement hein, qui existe justement sur les systèmes photovoltaïques, on se rend bien compte que tous les pays, toutes les régions, les villes de France produisent de l'électricité. Nous, on est un peu plus gâtés par rapport à notre soleil. Et je dirais que ce n'est même pas spécifiquement l'été hein, qu'on a le plus de joie de production, parce qu'un module photovoltaïque, pour qu'il ait un rendement correct, il ne faut pas qu'il dépasse 25 degrés. Hein. En fait, plus exactement, c'est à 25 degrés que son rendement est le meilleur. Donc, nous, on a des tendances à dépasser largement ces valeurs-là avec les systèmes qui ne sont pas très, très bien aérés quand ils ont été mis en intégration. Mais après, de partout en France, on est capable de produire l'énergie photovoltaïque sans souci, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, tout le monde peut produire. Nous, on a l'avantage d'avoir, c'est vrai, un ensoleillement qui, sur l'année, démarre bien plus tôt et finit bien plus tard que dans d'autres régions de France. Voilà. On a quelques questions, Sébastien, mais je te propose peut-être de continuer encore la présentation Ouais. et à la fin de la présentation, on fera cette petite séance de questions-réponses. Hein. Ça marche. Donc, les différentes technologies employées, alors là, on va rester là aussi sommaire. Hein. On n'est pas là pour faire pour l'instant du grand détail. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, de rentrer un peu plus dans le détail sur certains systèmes. Donc, la première, hein, compteur Linky, bien entendu. Le compteur Linky, donc, qui est tant décrié à l'heure actuelle, il n'empêche qu'à l'heure actuelle, c'est la première brique du smart grid de Nice Grid. Il n'y a pas d'autre choix pour relever des compteurs facilement. L'avantage, c'est qu'il relève toutes les 24 heures par rapport à tous les 6 mois, comme je disais tout à l'heure. C'est énorme. Son fonctionnement, il fonctionne sur un CPL large bande pour remonter les valeurs à un concentrateur. Donc, là aussi, on n'a pas d'intégration de réseau communicant à faire entre les différentes villas et le poste HTA-BT. Donc, on remonte sur un CPL. Derrière, il y a des concentrateurs qui sont montés au poste et ces concentrateurs sont pour l'instant souvent mis en GPRS, hein, c'est-à-dire qu'il y a une information qui est par le réseau mobile. On commence à certains endroits à fibrer là aussi ces informations-là pour que on ait encore plus de stabilité au niveau de nos informations. Et ça remonte au SI d'Enedis, hein, donc l'agence de supervision des lignes. Il y a eu 4 niveaux de stockage, comme on le disait tout à l'heure, en pack batterie. Donc, il y a eu le système 1 MW au poste source, hein, donc, qui a été posé. Il y a eu le système de 250 kW et des systèmes de 33 kg, plus d'autres systèmes hein, qui sont des systèmes installés chez les clients. Là, on va voir ce qui se passe sur un réseau électrique quand on fait de la charge et décharge sur un système de stockage de 33 kW. Comme on peut le voir, hein, c'est Socomec qui s'occupait justement de la gestion énergie de ces packs batteries qui ont été fournis par Saft. Alors nous voici à l'intérieur de la batterie dite du chemin des Migras. C'est une batterie de 33 kW, 100 kWh qui a été installée dans le cadre du projet Nice Grid en collaboration avec nos partenaires Saft et Socomec. Ce quartier accueille déjà une assez forte production photovoltaïque, production qui se renforce d'ailleurs puisque aujourd'hui même, un des propriétaires dans ce quartier est en train de construire une installation qui accueillera d'ici quelques semaines 24 kW supplémentaires qui viendront s'ajouter à la dizaine d'installations photovoltaïques existantes. Le but de la démonstration à laquelle vous allez assister est de vous montrer qu'avec ce genre de batterie qui peut stocker ou déstocker de l'énergie sur le réseau électrique, on peut jouer sur ce qu'on appelle le profil de tension du réseau d'électricité basse tension qui alimente ce quartier. Nous allons commencer par charger la batterie depuis le réseau électrique à son maximum, à la hauteur de 33 kW.
Et vous allez pouvoir constater sur les écrans de contrôle immédiatement une baisse de la tension d'environ 6 à 8 volts. C'est parti. Là, on voit déjà que ça va mieux. Et là où est la tension baisse, 235, 219. Là, on en voit 34 kW. Vous voyez, la tension a beaucoup chuté. On est passé de 240, 230 à 232 à 220. Donc, on a perdu à peu près 6 à 8 volts. La batterie se charge depuis le réseau électrique, ce qui explique que la tension chute. On voit bien que l'énergie va du réseau électrique à la batterie se charge. Maintenant, nous allons mener l'opération inverse. Nous allons passer d'une charge de la batterie de 33 kW à une décharge de la batterie de 33 kW. Donc, nous allons modifier l'injection d'électricité sur le réseau à hauteur de 66 kW. Et vous voyez, quasi instantanément cette fois-ci, la tension remontée d'une douzaine de volts sur le réseau électrique qui alimente les quartiers, les habitants du quartier. Donc la démonstration est faite qu'avec ce type de batterie, on peut jouer sur le profil de tension, on peut améliorer la qualité de la tension dans un quartier. Donc, comme on peut le voir sur cette vidéo, hein, en effet, d'injecter, que ce soit par batterie, par module photovoltaïque, une puissance sur notre réseau, obligatoirement, il y a des choses qui doivent s'opérer derrière, qu'il va falloir contrôler, les hausses et les baisses de tension. Bien entendu, si on se met à charger des batteries, on va avoir pas mal de conséquences, comme on l'a vu ici. De même pour la partie photovoltaïque, hein, plus on va déployer du photovoltaïque, plus notre réseau va avoir des tensions un peu spécifiques. Donc, on va voir justement qu'après, il a été mis en place par la société Schneider un transformateur particulier justement pour gérer ce problème du photovoltaïque. Donc, le principe du consommateur, en fait, c'est qu'on a mis en place aussi des batteries, toujours lithium pour l'instant, de chez Saft, en 4 kW chez les gens. D'accord. Donc, c'est des batteries de 4 kg, donc en 2x2. Justement, qui ont été mises en place pour réduire les pointes de consommation en hiver, donc en déchargeant les batteries. Alors là, c'est pareil, ils ont été installés chez les gens à l'extérieur. Hein. Ça a été installé à l'extérieur, dans leur jardin, en fait. Mais ces batteries-là, en fait, elles ont une partie commune. Elles n'ont pas une partie unique pour les personnes. Donc, le système de stockage, il va se caractériser par sa puissance, son énergie en fonction de l'utilisation de stockage. D'accord. Donc, on a eu pas mal de modules chez les clients, batterie, donc avec les modules de rue. Donc, il y a eu quand même 1,3 MW, ce n'est pas rien sur un réseau, qui ont permis donc de faire de l'îlotage, mais aussi de faire des contrôles réguliers pendant la période hivernale, justement, des consommations, donc en réinjectant, grâce aux batteries, justement, les puissances nécessaires pour que les chauffages et l'ensemble du fonctionnement du quartier soient corrects pendant l'hiver. Donc, le lithium-ion, pour l'instant, c'est une méthode de pointe. Hein. On a à l'heure actuelle d'autres choses en tête sur le stockage de batterie, le stockage sur le béton et ainsi de suite, qui commencent à avoir lieu. Mais bon, le lithium, à l'heure actuelle, c'est ce qui est utilisé partout, dans les appareils photo, les smartphones, les véhicules hybrides, les voitures électriques. En parlant de voitures électriques, justement, beaucoup de gens me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries quand on ne pourra plus les utiliser dans nos voitures ?» Et justement, le principe, c'est de se dire que ces voitures-là, qui vont normalement bientôt être aussi des ensembles qui vont nous permettre de puiser dans les voitures qui sont stationnées et non utilisées pour réguler notre réseau, ça va nous servir aussi quand les batteries ne seront plus en capacité de stocker de l'énergie suffisante pour que la voiture fonctionne correctement. Et on va justement partir du principe de dire que ces batteries-là, au lieu de les jeter, enfin de les envoyer dans un autre pays pour qu'elles soient retraitées, on va les garder justement pour faire des stockeurs. Donc, on va avoir de plus en plus fleurir en France des stockeurs d'énergie. Donc, avec des anciennes batteries inutilisables pour une puissance d'un véhicule, par contre, leur capacité de stockage nous permettent encore de faire de la gestion de réseau avec. Donc, le convertisseur, bien entendu, convertisseur de puissance, c'est un maillon essentiel. Donc là, on a vu que tous ces convertisseurs, étaient un travail enchaîné avec Socomec et Saft, donc qui sont des gros du système. Il y a plein d'autres personnes qui sont dedans. Victron Énergie, ils ont aussi une maîtrise complète. Ils ont été partie prenante dans d'autres smart grids qui ont lieu en France et ailleurs.
Donc, bien entendu, ils utilisaient plusieurs modèles de convertisseurs en fonction de la gamme de puissance. Vous imaginez bien qu'une batterie de 4 kg, une batterie de 33 ou une batterie d'un mégawatt, ce n'est pas le même convertisseur qui est derrière. Mais bon, en fait, ils ont essayé de faire des choses qui sont très, 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 très fonctionnelles. L'architecture informatique, c'est là la complexité de l'ensemble, ça a été la création de ce gestionnaire d'énergie, donc ce qu'ils ont appelé le NEM, Network Energy Management. Justement, ça a été de se dire comment on va faire pour récupérer en fait toutes ces informations qu'on n'est pas habitué à faire. On va récupérer une consommation, on va récupérer des productions photovoltaïques, on va récupérer une gestion des packs batteries. Donc en fait, on a eu la société, c'est Alstom, pardon, la société qui a pris en main ce logiciel. Ils ont créé un logiciel spécifiquement justement pour Nisgrid pour faire ce qu'on appelle les agrégateurs, les gestionnaires de réseau, donc pour récupérer toutes ces informations et pouvoir les traiter et renvoyer les informations nécessaires. Donc cette interface, donc il y a eu 3 agrégateurs qui se sont liés pour l'ensemble, l'agrégateur résidentiel, donc la société Edelia, l'agrégateur tertiaire, donc pour les clients industriels, et l'agrégateur de stockage réseau, parce que là, il fallait des compétences différentes, c'est-à-dire que c'était un beau jumelage de l'ensemble des capacités qu'on avait sur place. Donc, le gestionnaire d'énergie NEM s'appuie sur les plateformes de prévision, de consommation et de production photovoltaïque. Alors là aussi, on reste toujours sur de la prévision. C'est pour ça que le nombre de compteurs Linky, on le disait, elle a été énormément densifié, puisque 2350 compteurs. Pourquoi ? Parce qu'on a des prévisions, on sait combien approximativement on va générer de puissance par les panneaux photovoltaïques. Par contre, on a après la vérité, c'est-à-dire que le jour J, on a un système avec plein de nuages, on a une journée avec plein de nuages, ce n'est pas la même consommation. On pensait qu'il allait y avoir des nuages, Météo France s'est trompé et on a un plein soleil. Donc, obligatoirement, il faut être en capacité de récupérer toutes ces informations et donc de les ajuster au fur et à mesure du temps. Donc, l'architecture aval du compteur, là, c'était pour le chauffe-eau résidentiel, tout simplement. Contact sec, on le connaît, c'est le contact jour-nuit. Donc, on a l'avantage de pouvoir faire pas mal de choses, puisque Enedis a l'autorisation peut lancer la fréquence qui va bien sur leur compteur pour que le contact se mette au collage, même si c'était 12 à 16 et que ce n'était pas une heure creuse habituelle, ça peut quand même fonctionner. Donc, les batteries résidentielles, c'est le pas vers l'autoconsommation, on en parlait tout à l'heure. Comme on le disait, nos réseaux, ils ont un problème déjà de capacité pour la consommation actuelle. Si on leur rajoute un maximum de systèmes photovoltaïques dessus, on suppose à juste titre que ça ne va pas tenir. Donc, on arrive à un certain pas de l'autoconsommation. Donc, Nisgrid n'a pas trop fait d'autoconsommation personnelle, comme je disais, ça restait quand même une autoconsommation un peu partagée dans le quartier. Donc, avec les systèmes de Linky qui nous permettaient justement de savoir quelles étaient les consommations, les productions sur le photovoltaïque et les consommations, alors que ce soit les consommations d'un système domestique ou les consommations des packs batteries qui étaient mises en place. Donc le chauffage électrique, là pareil, chauffage électrique, on a LectorTIC qui nous permet de mettre un module de gestion sur le chauffage avec de la radio là aussi. Donc après, on a les problèmes des ondes qu'on pourrait développer dans un autre webinaire. Là, ce n'est pas trop notre sujet aujourd'hui. Donc, on a des LectorTIC qui peuvent se connecter. D'ailleurs, tout peut se connecter avec un LectorTIC, que ce soit les systèmes domotiques comme Inocean, comme KNX, comme SCS. On peut récupérer l'information du LectorTIC, du compteur Linky, justement, pour faire de la gestion contenable. Donc, les usages tertiaires et industriels, là, alors, bien entendu, les chaînes de production, elles n'ont pas trop été touchées. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre d'arrêter une chaîne de production d'une industrie et d'une société. On a pu jouer sur le principe des automates qui étaient déjà existants dans leur GTB pour aller faire des contrôles sur leur groupe frigorifique, sur leurs étuves, sur leur clim. Voilà, on peut se permettre de dire à la clim de ne pas avoir un atelier en refroidi ou réchauffé à 25 degrés, j'abuse, mais à 25 degrés, leur dire voilà, l'atelier sera qu'à 20 degrés, on gagne 5 degrés, mais 5 degrés gagnés, c'est une puissance énorme d'économiser. Donc, les 12 entreprises participantes, ils ont laissé piloter par l'agrégateur, donc ça veut dire que ça a été piloté vraiment par quelqu'un externe à cette société. Donc, ça a permis justement deux principes d'architecture, l'interface d'énergie, donc comme je vous disais par l'automate, ou alors un boîtier d'effacement, tout simplement, pour pouvoir effacer certaines consommations. Donc, l'éclairage public, c'est là où la solution qui a été utilisée a nécessité beaucoup de choses, c'est-à-dire que
Le compteur Linky, ils ont mis des variateurs de puissance. Donc, en fait, ils ont gardé l'ancienne technologie de l'éclairage public. Si on met un variateur de puissance et derrière, on demande au compteur Linky de contrôler ce variateur de puissance. Donc, on a pu générer des courbes, mais on n'est pas rentré dans l'intelligence vraiment de l'éclairage public. Ça a fait des économies, bien entendu. Hein, ça fait des économies, mais bon, c'est une technique qu'on connaît déjà depuis 20 ans, hein, d'avoir des variateurs de puissance sur de l'éclairage public. On fait de l'économie, mais on n'a pas une vraie gestion intelligente. Il y a d'autres solutions qu'on aurait pu avoir, dont une qu'on vous montrera tout à l'heure, qui peut justement avoir encore une meilleure réussite au niveau de l'économie. Là, ça fonctionne. Ça multiplie bien entendu le nombre de compteurs Linky. Hein. C'est-à-dire que grossièrement, chaque petite rue était équipée d'un compteur Linky pour gérer les variateurs. Donc en fait, on avait un compteur Linky par variateur. Donc si suivant la taille du variateur de puissance, on contrôlait un nombre de mâts. Donc ça a multiplié le nombre de compteurs Linky. Une autre solution qui a été faite par Bouygues Energy, c'est justement le principe de vraiment contrôler l'éclairage public sans problème et avec une technologie réellement intelligente. Regardez-la telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses infrastructures existantes. Mais imaginez maintenant que votre ville recèle un trésor, car votre réseau d'éclairage devient un réseau électrique et numérique intelligent. Imaginez que votre éclairage s'adapte en fonction de l'heure, des rues, de la circulation, d'une présence. Imaginez que le jour venu, chaque réverbère continue à vous offrir une multitude de services, car maintenant, votre éclairage vous offre plus que la lumière. Imaginez que les réverbères vous protègent. Imaginez que les réverbères vous informent sur l'environnement de votre ville. Imaginez que les réverbères vous proposent un accès à Internet. Imaginez que les réverbères sonorisent votre ville. Imaginez que les réverbères vous sauvent la vie. Vous pouvez maintenant imaginer une multitude de services encore à inventer, des services sur mesure. Et vous pouvez imaginer qu'ils sont déjà dans votre Citybox. Bon, là, Bouygues propose, Bouygues Energy Service, Axione en fait, derrière, qui propose vraiment un système complètement intelligent, c'est-à-dire avec, ça fera l'objet d'un autre webinaire qui a été programmé lundi matin, je crois, Fred, si je ne me trompe pas. On parle de la Smart City, justement, avec différentes choses, les bornes de recharge, les éclairages publics, donc des choses vraiment dites intelligentes, c'est-à-dire que là, on est capable de suivre des gens, de faire une économie d'énergie réelle, complète, et bien entendu d'associer plein d'autres choses dedans, c'est-à-dire que d'associer tout ce qui est environnemental, les capteurs, tout ce qui peut être très important, les bornes de recharge de véhicules électriques, elles peuvent être associées au mât pour être contrôlées à distance, ce qui nous permet justement d'avoir une gestion complète de notre énergie, de dire que dans un quartier, on ne va pas charger les voitures en plein, ce n'est pas la peine si, par exemple, en ce moment, on a des voitures qui sont connectées à notre réseau électrique, qui sont en train d'être rechargées alors qu'on est en mode de confinement. Donc, obligatoirement, ça veut dire que cette consommation d'énergie sur les véhicules-là, pour l'instant, on ne devrait pas l'avoir. On devrait être en capacité de couper justement ces systèmes de bornes. Et les bornes, pour l'instant, sont posées en général sans mode de communication. Elles sont posées dans la rue et il n'y a pas de mode de com qui vont avec. Sébastien ? Oui. On va essayer de… Là, voilà. Enfin, c'est pas le jeu de couper du tout. Mais on a quelques questions. Ouais. On a M. Mauclair là, donc je vais donner la parole. Je ne sais pas si vous entendez, si vous pouvez parler. Voilà, donc je te propose, si tu veux, d'essayer de conclure, entre guillemets. On va répondre aux questions-réponses. Est-ce que ça te convient, Sébastien ? Ouais, de toute façon, on est presque à la fin, donc pas de souci. Allez, vas-y, finis alors. Donc, on va aller vite. Donc, voilà le principe du cockpit de supervision, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'avec un seul système, on est capable de prendre en charge l'intégralité de ce qu'on a besoin. Donc, ça, on y reviendra plus tard. Une chose importante
sur le Nice Grid, hein, bien entendu, ça a été le transformateur solaire. Donc, le transformateur solaire, c'est quelque chose qui a été mis en place par Schneider, qui a permis en fait de modifier un transformateur HTA-VT pour avoir un régleur automatique en charge. En fait, simplement, c'est de se dire que on a rajouté un capteur d'ensoleillement sur le transformateur, et ce capteur d'ensoleillement nous permet justement de gérer le régleur en charge en sachant qu'on allait avoir une surtension générée par la production d'énergie PV. Donc, on va aller vite sur la vidéo pour ne pas perdre trop de temps. Et c'est vrai qu'on a eu une installation de PV. Donc, c'est un transformateur normal. Hein. Et ce transformateur normal, en fait, il y a eu une régulation qui a été rajoutée. Alors, ce transformateur est unique au monde parce qu'il associe en fait deux fonctions innovantes qui sont développées pour le projet Nice Grid. La première, c'est un transformateur à régleur en charge dynamique, mais le projet Nice Grid y a ajouté une particularité, à savoir un asservissement de la tension secondaire à l'ensoleillement local. Ce transformateur est capable d'adapter la tension du quartier à l'ensoleillement mesuré au poste. Alors Schneider est fournisseur du transformateur qui va répondre aux problématiques liées aux panneaux solaires sur la basse tension. Donc avec ce transformateur, on a ce boîtier qui permet de faire la surveillance du moteur, du régleur de prise et qui assure le pilotage mécanique basique des prises. Donc, avec ce transformateur, on a une armoire d'asservissement sur laquelle reporte une mesure d'ensoleillement. Et en fait, cette valeur d'ensoleillement est utilisée dans la régulation pour asservir la prise. Donc, ce coffret de régulation intègre l'algorithme de régulation solaire qui prend en compte l'éclairement. Boîtier qui comprend des disjoncteurs, des protections, l'alimentation du capteur et un automate programmable de Schneider. Dans cet automate programmable, on a une technique de change spéciale pour Nice Grid qui intègre la valeur de l'ensoleillement. Pour produire de l'électricité. Donc, le principe, c'était ça, c'est-à-dire que pour essayer de prendre en charge cette production PV qui est importante sur les grids, le transformateur vient prendre en compte l'ensoleillement, et derrière, ils ont fait un petit codage pour justement reprendre cet ensoleillement et faire là aussi une prévision, puisqu'il n'y avait pas pour l'instant une information qui arrivait de l'ensemble des compteurs, hein, parce qu'il faut que l'information elle soit présente un tout petit peu avant. Donc, pour l'instant, c'était là où on en était resté sur cette partie de calcul prévisionnel d'ensoleillement. Donc, ils ont un capteur d'ensoleillement. Comme ça, ils savent sur le quartier quelle est l'irradiation qu'il peut y avoir, et un petit calcul qui est fait au niveau de l'automate pour justement savoir comment on positionne le régleur en charge. Donc, toute la communication elle est faite en BPL. Hein. Donc, la BPL, hein, c'est courant porteur de ligne. Hein. Broadband Power Line, en fait, courant porteur de ligne. On a essayé de faire du large band le plus possible pour pouvoir récupérer justement toutes ces informations qui sont importantes du linking. Les IRVE, on en a parlé, hein, donc ça, c'est pareil, ça fera l'occasion de voir une partie du webinaire du Smart City qui arrivera lundi, où on va essayer justement d'un peu développer ces technologies qui sont spécifiques au Smart City, mais qu'on ne peut pas enlever du Smart Grid, puisqu'en fait, derrière, tout doit être intelligent pour que ça puisse fonctionner. Alors, nous, on avait une formation, on a eu le Club Smart Grid à Nice, hein, donc c'était un club d'entreprises, d'éducation nationale, de plein de gens qui se sont réunis pour faire une grande consultation, pour connaître les besoins de formation, parce qu'on s'est rendu compte que j'ai discuté beaucoup avec les gens d'Enedis sur place et ailleurs, puisqu'on a formé pas mal de gens d'Enedis. Enedis, qui est habitué de travailler avec des grosses sections de câbles, se sont retrouvés avec des câbles de communication dans les mains, et là, ils ne savaient plus trop comment faire, parce que ce n'était pas leur métier. Donc, il y a eu pas mal de choses et pas mal de besoins qui se sont affairés et qui vont donc avoir lieu encore pendant quelques années, d'où les nouveaux référentiels MELEC et SN, entre autres, hein, qui ramènent justement toute cette partie mélange de puissance et de communication qui est très important. Donc voilà, la présentation est terminée. Je te laisse la main. Là, donc, on a quelques questions-réponses. Je vais les balayer. Si vous voulez demander la parole, je pense que vous avez un petit bouton lever la main, hein, et la parole vous sera donnée. Hein. Alors, dans les questions,
On nous dit micro-coupure de 3 minutes. L'informatique doit donc être sauvegardée en énergie localement. Alors, oui, on a fait, c'est les micro-coupures. On a parlé de micro-coupures pour la Poste, pour les 12 en fait, industries tertiaires qui étaient utilisées. Donc, bien entendu, en général, leur système était ondulé, bien entendu, au niveau système informatique et moyens de communication, en effet. Voilà. Ensuite, une autre question. Alors, là, est-ce que les batteries des véhicules électriques peuvent servir à fournir de l'énergie aux habitations? Alors, pour l'instant, je dirais non. Dans l'avenir, oui. Nissan a accepté. En fait, il y a un gros problème dans ces batteries-là, c'est que les chargeurs de véhicules électriques, donc les bornes de recharge, en fait, c'est pas elle qui gère le tout, c'est dans la voiture. C'est-à-dire que le chargeur est réellement, lui, en fait, dans la voiture. Et à l'heure actuelle, il y a moins d'un mois de ça, la plupart des constructeurs refusaient qu'on aille interroger leur batterie en direct. Nissan, qui est le numéro 1 à l'heure actuelle des voitures électriques, vient de valider. Et ils sont en train de faire des essais à différents endroits d'Europe, justement, pour laisser la main sur ce chargeur-là, pour qu'on puisse avoir les informations sur la batterie et donc pouvoir récupérer l'énergie. Donc, je dirais qu'à terme, ça sera peut-être dans 3 mois, 4 mois, 10 mois, 1 an, oui, on va se servir justement de tous les stockers possibles. Dire les batteries dans les véhicules électriques vont être utilisées justement pour pouvoir enlever les pointes de consommation qu'on peut avoir. Ensuite, peut-on réguler le parc véhicule électrique à venir si celui-ci augmente sur la seule durée de retour à la maison? Certains risquent fort de ne pas pouvoir être 100% le matin, à 100% le matin. Donc, on va la faire autrement, cette question. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est est-ce qu'on va pouvoir réguler à distance un petit peu le parc VE et se dire, par exemple, on va lever des puissances sur la recharge et un petit peu et que le matin, on se retrouve avec une voiture non chargée à 100%. Alors, en effet, ça va nécessiter pour l'instant, dans un premier temps, on a des temps de charge. Donc, on sait que nos temps de charge, sur la maison, en général, on est sur des circuits 20 ampères. Là, c'est des circuits on va tirer 4,7 kW sur le mode qu'on veut bien. Et il est vrai qu'on a des chances. Alors, des chances. Normalement, notre voiture, en temps personnel, en général, elle est quand même arrêtée entre 8, 9 heures, voire 10 heures la nuit. Sauf quand on sort le soir ou si on sort tous les soirs, il va bien changer notre niveau de vie, mais normalement, on devrait avoir quand même des charges qui soient convenables, tout en sachant que le but du jeu, c'est de déployer aussi des bandes de recharge de partout. C'est-à-dire que le droit à la prise existe, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés, dans ce qu'on n'a pas pour l'instant en général dans l'éducation nationale, mais dans tous les établissements scolaires, il devrait y avoir une borne de recharge pour nos véhicules électriques si on en est équipé. C'est-à-dire qu'en fait, notre véhicule ne va pas se charger qu'à la maison, il va se charger de partout. Que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit n'importe où, on devrait pouvoir arriver et charger donc au fur et à mesure notre véhicule pour lui remettre du jus. Donc normalement, ça ne devrait pas vraiment poser de problème qu'on soit piloté. Après, si on est équipé à base de millions de voitures électriques, on n'est pas obligé de faire sauter tous les véhicules électriques en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien récupérer 10% sur chaque véhicule. Dès qu'on aura la main vraiment sur ces chargeurs et ces batteries, on sera capable de dire, voilà, je vais ponctionner sur les 2 millions de véhicules électriques qu'il y a en France, je vais ponctionner, je ne sais pas, 10% de la charge. 10% de la charge d'un véhicule électrique multiplié par 2 millions, on va commencer à pouvoir limiter les pointes de consommation. En sachant que ce n'est pas trop la nuit qu'on va avoir des problèmes de pointe de conso. C'est surtout le fin d'après-midi où on va se dire, voilà, vous êtes gentils, vous rentrez tous de la maison, vous connectez votre véhicule électrique. Non, on va vous étaler, quoi. C'est-à-dire qu'à 18h, toi, tu ne commenceras pas à charger tout de suite, tu chargeras que plus tard. Je pense qu'il y aura à un moment donné des boutons pas de mode urgence, mais de mode prioritaire, en disant, voilà, moi j'ai une réunion, j'ai une soirée, où il faut que je reprenne mon véhicule. Et après, on va jouer sur le rôle du consommateur, justement. C'est-à-dire que les gens, on va espérer qu'ils se comportent un peu mieux que certains sur la promenade des Anglais en ce moment. Voilà. Alors, deux autres petites choses. On a un participant là, qui nous dit que depuis qu'il a son compteur Linky, il en est très content et il a une réduction de consommation. Voilà. Une autre question également, est-ce que l'éducation nationale peut-elle avoir accès à la fourniture de compteurs Linky et au logiciel de simulation du contact?
Alors, ma réponse, ça va être oui et non. Le Linky est de propriété d'Enedis. Moi, pour travailler régulièrement avec eux dans plein d'endroits, je n'ai jamais vu une société Enedis qui refuse de mettre en place des compteurs Linky dans un établissement scolaire, puisque ça va être leur grand besoin à eux aussi. Hein. Ils ont un grand besoin de personnel. Donc, si notre personnel est déjà formé, c'est-à-dire nos jeunes sont déjà formés à installer un Linky et à faire des contrôles. Alors après, la base, venir gérer le contact à distance, je pense qu'elle sera peut-être un peu plus compliquée par la fréquence utilisée. La concentration des données du Linky, je sais qu'ils en manquent déjà sur le terrain. Donc pour l'instant, ça ne sera peut-être pas aussi facile que ça, mais je ne pense pas qu'à terme, Enedis nous refuse l'accès au Linky et nous fournir des Linky. Moi, ils l'ont fait dans mes établissements successifs où j'ai été. Ils ont fourni des Linky pour qu'on puisse travailler avec, que les gamins soient habitués à venir les raccorder. Et voilà, donc au fur et à mesure, ça avance. Je pense que le mieux, c'est de se rapprocher de son Enedis local. Je suppose que cet Enedis local verra tout l'intérêt, justement, de fournir des compteurs Linky dans les établissements scolaires. Voilà. Une autre question qui me paraît sympathique. Les harmoniques des nombreux onduleurs de panneaux photovoltaïques locaux posent-ils des problèmes de communication avec Linky ou autres signaux CPL? Alors, à l'heure actuelle, le compteur Linky, il envoie très peu de data. Hein. Il envoie une consommation, donc voilà, il envoie un peu de data. C'est vrai qu'on a des harmoniques, donc obligatoirement, on a une dégradation de notre réseau. Il n'empêche qu'on est sur un CPL large bande. Donc, alors sur Linky par lui-même, on n'aura pas de défaut là-dessus, puisqu'en fait, l'information, elle est ponctuelle. Voilà, c'est une petite trame qui est envoyée, il n'y a pas grand-chose d'envoyé. On pourrait s'imaginer d'avoir plus de défauts, par exemple sur un système comme l'éclairage public qu'on a un peu nommé avant de Bouygues Energy, qui en fait, nous, on a fait des essais donc locaux dans nos ateliers d'électrotechnique et on a vu les essais qui ont eu lieu et les retours qu'on a eu lieu sur Boulogne-Billancourt ou dans les grosses installations de vraies villes du système d'éclairage. On se rend compte que c'est encapsulé de la data, c'est-à-dire que la data, elle peut avoir un petit écart, mais c'est un de temps. Donc, on n'a pas trop de déformation sur le réseau basse tension. Après, sur un réseau haute tension, pour l'instant, on ne fait pas de signaux CPL parce que là, on a bien plus de gros problèmes à avoir quelque chose qui tienne la route. A priori, donc ça parle toujours de Linky. Hein, on me dit qu'ils vont pouvoir voir s'il y a des pertes d'énergie, vol ou empreinte d'énergie, etc. C'est vrai que le Linky permet de. Alors, oui, alors le Linky, il a une reconnaissance de charge. Alors, dans reconnaissance de charge, ça reste quand même quelque chose qui, au départ, défini par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va lui dire de quoi on est équipé à la maison. Donc, moi, je viens d'en être équipé d'un chez moi, de Linky. Voilà, je me suis connecté à mon application. On m'a dit quels sont les consommateurs que vous avez chez vous. Donc, déjà, on vient stipuler les consommateurs. Eux, ils connaissent à peu près, par leur habitude, les courbes de consommation de certains appareils. Donc, ils sont capables après de recibler si les consommations sont du chauffage, et ainsi de suite. De là à ne plus. En fait, réellement, ce qui avait été dit, c'est qu'avec Linky, on ne pouvait plus pirater nous-mêmes l'énergie. C'est pas qu'on soit capable de savoir si on est en train de nous pirater. Après, si on nous pirate, je dirais qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est raccordé à notre maison, à l'intérieur de notre maison. Normalement, on devrait le savoir. S'il y a un trou avec un câble qui ressort de notre maison, on devrait à peu près être au courant. Si c'est de l'autre côté, je dirais que ça concerne plus Enedis, puisque nous, on paye au niveau de notre compteur à nous. Après, voilà, savoir si on peut pirater. À l'heure actuelle, je n'ai pas vu comment ce serait vraiment faisable. Maintenant, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'information là-dessus. Une nouvelle question un petit peu. Il me semble que tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait des hausses de tension assez importantes. Et en fait, on me dit, est-ce que les appareils peuvent supporter ces hausses de tension à peu près de 250 volts? Alors, tant que c'est régulé, on sait que Enedis a une obligation de fourniture de tension entre 230 plus ou moins 10%. Hein, donc, 230 plus ou moins 10%, ça veut dire jusqu'à 253 volts et 207 volts dans l'autre sens. Donc, oui, normalement, tant que c'est régulé, c'est pour ça que, par exemple, sur Nisgrid, on a mis un transformateur solaire, justement, pour avoir un régleur en charge, pour éviter tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir de dépasser les tensions. Alors, être en sous-tension, ça n'a jamais abîmé du matériel. Être en sur-tension, ça peut fortement abîmer du matériel, en effet. Mais pour l'instant, on a vu que même sur l'injection de 33 kW, on a une hausse de 6 à 8 volts. On reste dans des convenables.
Tant qu'on ne dépassera pas ces 253 théoriques, hein, puisque c'est ce que Enedis est autorisé à nous fournir, c'est-à-dire que nos appareils, normalement, ont une résistivité supérieure. Maintenant, il est clair qu'on ne peut pas s'amuser à avoir un mode de fonctionnement avec 300 volts sur notre réseau. Voilà. Après, une petite question aussi, on me dit, est-ce que l'îlotage serait possible sur une ville comme Paris? Oui, rien n'est impossible. Maintenant, l'îlotage d'une ville comme Paris, j'imagine pas la banlieue autour, parce qu'il n'y aurait plus de banlieue, ça serait des packs batteries à la place des autres villes. Oui, 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 sur Paris, c'est faisable. Enfin, tout est faisable. Maintenant, ce que je disais au début, c'est qu'on ne va pas avoir de smart grid de la taille de Paris. On aura des microgrids, ça veut dire qu'on va îloter des petits morceaux de chaque endroit. Vous voyez, nous, à Carrosse, c'est même pas tout Carrosse. Carrosse n'est pas une grande ville, mais c'est pas tout Carrosse, c'est des microgrids. C'est-à-dire que l'idée de départ qu'on avait dans les smart grids, qu'on continue d'appeler smart grids, hein, c'était justement d'être capable d'îloter quasiment la France entière. Hein. On n'est pas déjà pas capable à les contenir à la maison, donc on ne va pas piloter un pays. Par contre, on va piloter des petits quartiers, c'est-à-dire qu'on va minimiser les quartiers. Après, j'ai une question très intéressante. Donc, pardon, excusez-moi. Bon. On parle du projet d'Isgrid, ouais. Mais concrètement, quelles pourraient être les transpositions didactiques au sein du plateau technique de l'établissement? Et est-ce que vous l'avez mise en œuvre? Voilà. Alors oui, on l'a mis en œuvre. Bon, je dirais que là, on peut passer sur la partie un peu plus ERM, on va dire. Oui, avec ERM, on s'est mis en accord sur la création d'un smart grid au complet. Alors, ce smart grid, il est composé directement d'une tête de REMBT, hein, donc du réseau émergent, avec l'intelligence dans un réseau émergent, c'est-à-dire avoir des lignes de communication fibre optique qui arrivent à différents systèmes, hein, c'est-à-dire un éclairage public connecté, arrive sur un stocker batterie, arrive sur des PV autoconsommation, ça arrive sur une borne de recharge, ça arrive sur des TGBT, ça arrive sur des smart homes, donc que ce soit KNX, Tinochian, SCS. Donc oui, on a essayé de recréer un ensemble complet de ce smart grid, de ce microgrid. On a recréé un ensemble complet avec de l'affichage dynamique, avec de la vidéoprotection. On a tout recréé pour essayer d'avoir dans nos ateliers un petit ensemble. Là, je vous joins le fait d'aller sur le site de RM, hein, un parti électrotechnique. Vous avez justement une photo, entre autres une photo d'une partie de mes ateliers où on voit du système qui a été mis en place. Moi, j'ai formé un jardin public dans mon atelier pour justement avoir ces différents matériels positionnés. Donc, on a le REMBT, les bornes de recharge, on a tout ce qui est dans une ville basique pour l'instant, donc avec des smart homes, tout raccordé au même réseau émergent et donc tout contrôlé à distance avec une tête intelligente hein, qu'on nous on a recréé avec un logiciel d'IBM, Node-RED. Là, tout à fait, là, pour ajouter un petit peu ça. Donc, effectivement, hein, c'était l'objectif de Force Smart Grid, hein, qui est le Smart Grid didactique. Hein, c'est vraiment de reprendre un petit peu toutes les solutions, donc de reconstruire la distribution électrique et ensuite d'avoir des scénarios nous permettant hein, du stockage local, de la protection, du stockage local, de la production locale, hein, de l'alimentation d'usines, hein, de maisons d'éclairage public, bornes, hein, et avec des scénarios didactiques dessus, hein, et tout un ensemble de travaux pratiques. Voilà. Tout en restant avec du vrai matériel professionnel, c'est-à-dire que l'idée qu'on a eue en tête et qu'on a toujours en tête quand on produit quelque chose et qu'on construit quelque chose, moi je l'utilise avec mes élèves et ce que je déteste le plus, c'est le produit didactique qui ne ressemble à rien de ce qui existe à l'extérieur. Donc en fait, on s'est associé qu'avec les grands noms du secteur, hein, c'est-à-dire que là, le RMBT, ça a été monté avec Cahors, le système d'éclairage public, c'est Bouygues Energy qui est derrière, le système d'autoconsommation, c'est Enphase qui est derrière. Le système batterie, c'est Victron Énergie. Les bornes, c'est Legrand qui est derrière. Voilà, donc on a du matériel qui est entièrement du matériel de professionnels qu'on a, on ne va même pas dire réduit. Bien entendu, les smart homes, on n'a pas fait une ville de 300 personnes. Hein. Après, vous pouvez en mettre 300 si ça vous fait plaisir, mais nous, on est resté sur un environnement pour un atelier de type humain dans l'éducation nationale, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire travailler des jeunes en groupe sur les différents domaines et donc tout contrôler comme un vrai smart grid.
Également, on nous dit que sur Rennes, il existe un projet identique depuis 2017, un petit peu sur du smart grid. Le projet s'appelle SMILE, sur Ouais. une zone d'activité tertiaire. On nous a donné le lien. Alors, je ne sais pas si dans l'enregistrement, on verra le lien. C'est quand même intéressant de le souligner. Également, on me dit qu'il y a une convention de partenariat pour ce prêt. Donc, a priori, il y a des choses qui sont faites entre Enedis et les Linky, justement, au niveau du Finistère, pour l'utilisation, comme tu en parlais tout à l'heure, c'est Sébastien. Une question un peu marrante, mais on me dit Elon Musk, bien sûr, il va faire des grosses batteries et est-ce qu'on pourra faire de plus gros projets? Elon Musk, oui, enfin Elon Musk, il a créé sa Gigafactory, donc c'est un visionnaire comme beaucoup l'appellent. C'est un visionnaire, bah oui, il sait très bien que de toute façon, l'avenir va quand même être pour l'instant dans les packs batteries lithium. Oui, on peut construire 1 mégawatt au poste source de carrosse, déjà, ça fait un pack batterie. Vous avez vu celui qu'on voit dans la vidéo que je vous ai présenté, c'est 33 kilos. 1 mégawatt, ça commence à être un très très beau pack batterie. Oui, Elon Musk a de très bonnes idées. Il a fait sa Powerwall pour les maisons. Bon, pour l'instant, en France, on ne la voit pas spécialement, mais déjà, je dirais que c'est comme les Tesla. On achète avant et on attend pour les avoir. Mais oui, ils sont dans son idée, bien entendu. Le but du jeu, c'est que alors, les États-Unis, en plus, c'est un marché encore différent du nôtre par rapport à l'étendue de la superficie de leur territoire. Mais c'est vrai que, bien entendu, plus on va avoir des packs batteries stabilisés avec des technologies meilleures dedans, plus ça sera meilleur pour nos smart grids à nous aussi. Euh, on nous parle de durée de vie des batteries aussi. Je crois qu'on a perdu Fred. Je ne sais pas si on a perdu quelqu'un d'autre. Non, je suis toujours là. Ah, t'es là, mais je t'entendais plus. Non, si, je suis toujours là. On me disait, voilà, donc on parle souvent de durée de vie des batteries, les camions. Alors, durée de vie des batteries, c'est toujours pareil. Ça dépend comment elles sont gérées. C'est-à-dire qu'une batterie lithium-ion, il y a plein de choses pour l'instant qui doivent être, par exemple, changées dans la norme française. Prenez un exemple type. Une batterie lithium-ion, c'est marqué qu'elle ne doit pas être en dessous de 20%, parce que c'est là où elle commence à se dégrader. Mais par contre, en France, on n'a pas le droit de les déplacer au-dessus de 20%. C'est-à-dire que dès qu'on les met dans un camion, elles doivent être largement inférieures à 20%. Voilà, on a pour l'instant des choses incompréhensibles qui se passent entre les lois de transport et les batteries. Maintenant, une batterie, en fait, si on la maintient en charge et on utilise des appareils là aussi dits intelligents, c'est-à-dire qu'une batterie, c'est pas je branche une prise, je charge une batterie comme on le fait avec nos téléphones. D'ailleurs, on le voit avec nos téléphones. Suivant la capacité du téléphone, la marque et ainsi de suite, les batteries, elles se changent très très régulièrement. Là, dans les grosses batteries comme ça, on a des batteries, voilà, on a des durées de vie qui sont opérationnels, ils vont parler. Alors, ça dépend du taux d'utilisation aussi, ça dépend du nombre de cycles, parce qu'en fait, c'est surtout un nombre de cycles qui est important sur la batterie. Ça dépend du pilotage de la batterie. Voilà, sur les véhicules électriques, ils partent sur des batteries en location parce que pour l'instant, ils ne savent pas trop comment gérer ce principe d'usure. Après, le reste, on verra à l'usage. Maintenant, moi, je pars sur une batterie lithium traitée correctement. Je pense que 10 ans, c'est quelque chose qui est correct et qui devrait fonctionner correctement. Voilà, on a encore l'information venant d'un professeur sur Brest qui nous confirme qu'ils ont signé avec Enedis un contrat pour la fourniture de 3 compteurs sur 3 ans. Que malheureusement, ils devaient être installés aujourd'hui et les formations et les conférences étaient à venir. Voilà, c'est une excellente nouvelle. On me demande aussi est-ce que les petits villages seront aussi des futurs smart grids? Donc, comme on l'a Je pense dit. que ça sera même ceux qui seront le plus faciles à faire au départ. Voilà. Alors, je n'ai pas d'informations officielles, mais comme je vous le disais, c'est de gérer un grand grid, on ne sera pas trop tout de suite capable de le faire correctement. Par contre, tout ce qui est petit village, c'est peut-être justement cela qu'on ira peut-être voir en premier. Enfin, moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que dans la gestion du microgrid, il est plus facile dans un petit village qui se connaissent tous, c'est plus simple que de gérer ça dans une ville un peu plus grande. Donc,
oui, j'ose espérer que les petits villages en feront partie aussi, parce que vu le nombre de petits villages qu'on a en France, si on était capable déjà de les contrôler tous, ça limiterait déjà pas mal nos pointes de conso. Là, on me redit également pour les Linky une piste. Chaque rectorat a une convention avec EDF et Enedis. Certainement une idée de partenariat à avoir avec eux, le prêt pour les plateaux techniques. Oui, c'est vrai que chaque rectorat a une convention avec Enedis là-dessus. Le prêt de matériel, l'offre matérielle. Honnêtement, je pense que Enedis a tout intérêt, et puis moi, je le vois dans mon académie à moi. Je n'ai aucune agence Enedis qui a refusé de nous prêter main forte sur les Linky, parce que justement, c'est tout leur intérêt. Eux, ils sont en train d'en poser de partout, ils ont des prestataires dans tous les sens, il va y en avoir beaucoup à gérer, parce qu'après, les Linky, comme tous les compteurs, ça va s'abîmer. Plus c'est intelligent, plus ça va se fatiguer. Donc, obligatoirement, il va y avoir pas mal de changements, d'interventions dessus. Donc, ils ont tout intérêt à faire confiance à nos jeunes qui vont être les futurs électriciens. Voilà. On fait remarquer également que le smart grid sera efficace lorsque nous aurons des récepteurs du type lave-linge, sèche-linge, etc., tout ça, pilotables comme ballon d'eau chaude. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que… Ça existe déjà, en fait, tous les systèmes électroménagers existent déjà. Hein. Vous avez les frigos intelligents, vous avez tout le monde qui est capable de remonter. Hein. Donc, il y a plein de marques qui font ça. Il y a Bosch, il y a Samsung, je ne veux pas citer trop de marques non plus, mais enfin, je faudrait que j'en cite normalement minimum 3, mais bon, j'en ai pas 3 en tête. Voilà, tout le monde le fait. C'est-à-dire que moi, j'ai équipé, par exemple, chez moi, justement, pour voir comment ça fonctionnait. J'ai un lave-linge intelligent, il envoie des informations, on est capable avec le téléphone de faire plein de choses. Je n'ai pas encore essayé avec mon Linky, je viens juste de l'avoir, mais pourquoi pas envisager qu'il est compatible avec les mêmes modes d'information. Donc, on a des ensembles qui se connectent au Wi-Fi, qui se connectent en CPL. Donc, l'électroménager existe déjà. Maintenant, ça va être la mise en place de tout ça et la gestion de tout ça qui va être à mettre en place. Voilà. Autre chose que l'on dit, si la courbe de température ne dépasse pas 20 degrés en moyenne et que le pourcentage d'éclairement n'est pas optimum, est-ce qu'une solution éolienne serait plus viable? Voilà. Alors, l'éolienne, ça peut être très très viable. L'éolienne peut être très viable. Alors, le problème de l'éolienne, c'est que là, ça dépend encore du vent. Donc, si on habite dans l'Aude-de-Roussillon, dans le Var, enfin l'Occitanie, le Var, là, on a pas mal de vent. À d'autres endroits, il y en a beaucoup. Celle-là aussi, c'est des énergies intermittentes. Donc, l'énergie intermittente, elle est encore plus difficile pour le vent que pour le soleil à faire en prévision. Donc, l'éolienne, bien entendu, ça peut être une très bonne chose. Hein. Alors après, on a un problème avec l'éolienne, c'est le visu de l'éolienne. On a voulu mettre des éoliennes un peu de partout, passer un temps dans l'eau en fait aussi, pour qu'on les voie moins. On a un problème en fait de paysage. On a des stades éoliennes qui existent, elles ont été interdites à plein d'endroits. Je ne citerai qu'un que je connais bien, c'est à Nice. Hein. À Nice, les stades éoliennes sur les immeubles ont été interdites. Voilà. Mais l'éolienne est une énergie intermittente, un peu plus difficile encore à contrôler que le PV, pour ce que j'en pense. Hein. Et derrière, par contre, oui, ça peut très bien fonctionner. Voilà. Après, voilà, je pense. Voilà, parce que dans une question, on me dit, voilà, entre guillemets, est-ce qu'il existe des petites éoliennes qui seraient aussi faciles à installer que du PV? Effectivement, aujourd'hui, oui, on trouve de la faible puissance en éolienne et on peut très bien avoir autant 1 kilowatt de panneaux photovoltaïques chez soi et une éolienne également, une éolienne sans aucun problème. Alors, le principe, voilà, le principe de l'éolienne est comme le PV, c'est-à-dire qu'avant, on avait des gros onduleurs qu'on mettait en place. Il fallait avoir une tension de synchronisme qui nécessitait 8 à 9 ou 10 panneaux pour que ça puisse marcher. Maintenant, on vient micro-onduler ces PV, c'est-à-dire que chaque module photovoltaïque a un micro-onduleur qui, donc, après, génère directement du 230 volts et envoie la data, d'ailleurs, là aussi, tout ce qui est communication en CPL sur ce 230 volts. Pour l'éolienne, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'une éolienne, on a des éoliennes à 250 watts. Hein. Si c'est pour faire de l'applicatif dans les ateliers, dans les établissements scolaires, voilà, une éolienne 250 watts à 400 watts, ça suffit amplement pour gérer justement ce concept-là, et puis après faire une mutualisation avec du PV et d'autres technologies. Bon, la géothermie va être plus compliquée dans les ateliers, à moins qu'on ait le droit de percer des grands trous, hein, et je ne suis pas sûr, mais on pourrait demander aux régions, quoi.
d'avoir des accès à la géothermie sur des sites existants, hein, puisqu'on a quand même plein de sites de géothermie un peu de partout en France aussi. Donc, la géothermie, ce n'est pas enlevé non plus, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qu'on me dit également des remerciements pour cette présentation et on vous remercie d'être présent parce que Surtout, ouais. Sans vous et sans vos questions, voilà, donc ça donne un peu plus d'interactivité sur la fin. On m'a posé des questions, mais est-ce que sur l'ISGRID, il y a eu souvent des îlotages assez réguliers sur la zone? Alors, oui, les îlotages, alors, sur les 2 premières années de fonctionnement, il n'y a eu que des îlotages d'essai. Ensuite, il y a eu des îlotages réguliers. Il y en a encore eu un de mémoire il n'y a pas très très longtemps. Donc, oui, il y a toujours des îlotages. Ça fonctionne dans l'ensemble plutôt très bien. Alors, bien entendu, les îlotages, vous prenez Arco Pharma, être îloté complètement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on a envie. Hein, ça veut dire que c'est des choses, il faut faire du prévisionnel et leur demander, bien entendu, leur accord avant, parce que eux, derrière, il faut qu'ils s'assurent que tous leurs ensembles de fabrication soient bien opérationnels. Ça veut dire que ça nécessite pas mal de choses en amont, mais oui, les îlotages fonctionnent très bien. Et de toute façon, l'îlotage ne pourra pas avoir d'autre solution que l'îlotage en fait, sur la partie régulation de ces consommations. On va être obligé d'îloter certaines parties des villes pour pouvoir avoir une consommation qui devienne stable et qu'on n'ait pas de surconsommation à certains pics, quoi. Voilà. On me dit également que, une forme de question, je pense, mais est-ce que la tarification EDF fournisseur électrique, peut-être bientôt, il y aura plus d'heures creuses, etc., pour gérer et lisser la variation des consommations d'énergie? C'est une probabilité. Ça peut être une probabilité qu'au final, si on commence à être tous équipés avec une certaine forme d'intelligence que eux peuvent aussi gérer et contrôler à distance, qu'ils se décident à plus avoir d'heures pleines, heures creuses et avoir un tarif lissé. Sur NISGRID, c'était différent. Hein, c'était surtout des chèques cadeaux pour remercier l'expérimentation. Bien entendu, les chèques cadeaux, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place sur toute la France. Hein, dire que EDF, ils ne vont pas donner les chèques cadeaux à tout le monde. Mais oui, ça peut être une chose envisagée de se dire que voilà, les heures pleines, heures creuses, pourtant elles sont déjà gérées normalement par rapport à ces estimations de consommation. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes. Hein, ça ne démarre pas tous en même temps, ça ne finit pas tous en même temps. Mais pourquoi pas, oui, de dire qu'on élimine tout ça et qu'on ait une gestion intelligente. Mais c'est-à-dire que pour éliminer tout ça, ça nécessiterait d'avoir une gestion globale et un retour global de l'ensemble de la consommation sur les points, quoi. Donc, ça pourrait se faire. Tout de suite, je ne pense pas, mais ça devrait pouvoir se faire après à terme. Voilà. On parle également. Alors, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être mis en avant, pas mis en avant? Enfin, on peut certainement répondre qu'effectivement, il y a certains algorithmes qui seront mis en avant pour. On y est déjà. L'intelligence artificielle, dans toutes les prévisions météorologiques, il va y avoir de l'intelligence artificielle dedans, de toute façon. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, tous ces algorithmes-là sont déjà mis en place dans plein de choses. Donc, bien entendu, dans tout ce qui est prévision de consommation, prévision de production, par rapport au système photovoltaïque, aux éoliennes, bien entendu, ça va être de l'intelligence artificielle qui va être dedans. Voilà. Une autre question, face au réchauffement climatique, les panneaux solaires ont-ils une influence, sachant que leur température est relativement élevée en fonctionnement? Le réchauffement climatique est surtout dû à notre mode de consommation et de production d'énergie. Donc voilà, je dirais que le module photovoltaïque est une production d'énergie propre, hein, par rapport à ce qu'on peut avoir. Alors, je ne parle pas spécialement nous en France, puisque nous on utilise beaucoup la centrale nucléaire, qui n'est pas non plus quelque chose qui pollue le plus ce qui existe dans le monde. Maintenant, oui, on va avoir. Je ne pense pas que le panneau photovoltaïque, par rapport à sa chaleur, par rapport à une tuile, hein, quand on voit le panneau photovoltaïque, sa température, la chaleur de la tuile qui est à côté, elle n'est pas très éloignée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on enlève toutes nos tuiles de nos toits aussi. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes au niveau du réchauffement climatique dû au PV. Je pense plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on a de plus en plus de PV, ça veut dire qu'on va utiliser de plus en plus de l'énergie propre. Et donc, on va avoir moins de problèmes, comme d'autres pays à côté qui sont voisins de chez nous, qui font beaucoup de charbon, et qui, eux, par contre, polluent énormément, et donc vont nous poser des gros soucis après au niveau du réchauffement climatique. Voilà. On vous remercie encore pour ce webinaire fort instructif et fort intéressant. Merci surtout à toi, Sébastien.
L'heure tourne, il est 12 heures. Alors, malgré qu'on soit tous un petit peu confinés, On a le temps. on n'a pas la sonnerie, on n'a pas la sonnerie de la création pour aller manger, mais certains ont peut-être une sonnerie interne. C'est à midi 12 la sonnerie interne. Voilà, pour aller se nourrir. Bon, j'avais une autre question, mais je peux répondre. Hein. Je ne peux toujours pas utiliser l'énergie que je produis si vous avez chez vous des panneaux photovoltaïques. Justement, aujourd'hui, les solutions sont liées à l'autoconsommation. C'est que vous produisez. Voilà, l'autoconsommation qui était avant interdite, entre guillemets, a été autorisée depuis 2017. Hein, dire qu'il y a eu un arrêté d'État qui a autorisé l'autoconsommation. En fait, l'autoconsommation, le problème, c'était comment on gère la remontée possible sur le réseau électrique, puisque là, ça veut dire que c'était aux distributeurs d'électricité de gérer ce problème de remontée quand on ne consommait pas nous. Bien entendu, oui, maintenant, c'est autorisé. Enfin, depuis 2017, il y a eu un arrêté d'État qui a permis justement d'avoir l'autorisation de faire de l'autoconsommation à la maison, c'est-à-dire de l'utiliser pour nous. Moi, je pense qu'à terme, on sera plus sur des utilisations de quartier, comme ça s'est fait à Nice-Grid, que de l'utilisation personnelle. Hein. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir notre pack batterie et de fonctionner avec notre pack batterie. J'ai parlé de la Powerwall de Tesla, il y a LG qui a fait des batteries de stockage, Schneider a fait des batteries de stockage, beaucoup de gens, Saft, qui sont utilisés sur Nice-Grid, ont fait des batteries de stockage. Bien entendu que maintenant, on a le droit d'utiliser notre énergie pour nous. Je pense que c'est plus un partenariat avec plusieurs personnes qui va être géré à l'avenir que simplement du monde en solo. Voilà, donc encore beaucoup de merci. Encore beaucoup de merci. On dit aussi qu'on tend aujourd'hui vers des contrats d'achat revente unique, c'est-à-dire on déduit ce qu'on consomme. Hein. Le Linky est un peu fait pour ça, hein, pour justement pouvoir compter dans les deux sens et vous facturer en fin de compte. Bien sûr, oui, ce que l'on consomme, nous, réellement sur le réseau et pas ce qu'on a produit, oui. Bien sûr, de toute façon, le Linky, oui, il n'a pas que les attraits de nous suivre sur nos consommations. Hein. C'est le suivre sur la consommation, c'est justement la consommation, production, d'avoir plein de choses pour qu'on paye à juste titre ce qu'on dépense sur le réseau. Mais je reste persuadé que pour l'instant, de toute façon, toutes ces fonctions-là, ça va être de la mitoyenneté. Ça serait dommage d'avoir des packs batteries qui sont au lithium et qui se déploient dans toutes les maisons, alors que si une pour 2 maisons suffit, ou pour 3 maisons, enfin je dis ça comme ça, mais si une pour 3 maisons suffit, on pourrait très bien faire du partage de fonctions. Voilà, donc on me dit également une personne, voilà, il est en autoconsommation en aérovoltaïque et ça fonctionne très bien, il revend son surplus et il en est très content. Voilà, sur ce, bon, il reste quelques questions un petit peu ouvertes, hein, mais bon, je vous propose de conclure tout ça. Alors, donc ce webinaire, comme je vous l'ai dit, il a été enregistré. On a eu donc la participation de bon nombre de chefs de travaux, enseignants, inspecteurs et également des élèves. Hein, un peu turbulent sur le chat, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ce que je vous propose, à voir, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein. Ce matin, je vous ai renvoyé un mail. Là, donc, je suis Frédéric Grelier, vous avez tous mon adresse email. Donc, cette vidéo, on va la partager sur la plateforme Vimeo avec un mot de passe. Est-ce que je l'envoie à tous les participants? Est-ce que je l'envoie qu'aux enseignants, chefs de travaux et à vous à la réutiliser à bon escient avec vos élèves? Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me les communiquer. Hein. Voilà, c'est aujourd'hui, enfin nous la volonté dans le webinaire, c'est vous faire découvrir ces nouvelles technologies dont on nous parle, les smart grid. Donc lundi on a Smart City qui sera après. On aura quelques webinaires également sur de la fibre, fibre optique sur l'usine 4.0. On a programmé tout un tas là, pendant cette période. Voilà, c'est peut-être un peu l'occasion de faire des cours à distance et de partager tout ça. Voilà. Vous me dites, voilà, on me dit, ouais, quand est-ce que la prochaine conférence
Allez, lundi, on l'annoncera sur Facebook. Je suis désolé que le Facebook Live n'ait pas fonctionné. Hein. D'ici lundi, la prochaine, On fera va des essais refaire pour des que ça marche. essais. Voilà, on va refaire des essais. Donc, la prochaine conférence lundi matin, c'est sur les Smart Cities. Hein, donc, on reverra un petit peu certainement des solutions un peu plus proches. Voilà, un peu plus proches. Voilà. Donc, on me demande à quelle heure. C'est à 10h30. C'est à 10h30 lundi. Voilà. Pour l'instant, tous les webinaires seront programmés à 10h30. Donc, il y en aura le lundi, le mercredi et le vendredi matin à 10h30, plus de temps en temps un en plus en après-midi, mercredi après-midi. Voilà, je me permettrai de vous envoyer des mails avec les liens de nouveau pour s'inscrire. Hein, ce ne sera pas le même lien. Hein, donc, on aura des liens. Je mettrai également des informations sur Facebook et sur LinkedIn, et sur LinkedIn pour que vous puissiez être au courant. Voilà. Attendez. Alors, oui, on me demande à qui ça sera ouvert. Alors, sachez qu'on a aidé Sébastien, donc Sébastien donc, qui est lycée chez lui de Grasse. Hein, voilà, il avait idée un petit peu de se dire, moi, mes élèves, il va falloir que je fasse mes cours à distance pendant cette période. Hein, donc, on a dit, allez, tiens, on te met à disposition notre plateforme. On a grossi la quantité ce matin un petit peu. Aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'à 500 participants, hein, alors que hier, on était bloqué à 100 vu le nombre d'inscriptions massives. Donc, après, pourquoi pas ouvrir la plateforme à vos élèves, à vos élèves également. Et tout à fait, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la RGPD par rapport aux élèves, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein, comme je vous dis bien. Alors, en termes de vidéo, aujourd'hui, et je vais vérifier sur l'enregistrement, mais mis à part Sébastien Franchetot, son écran et moi-même que vous avez vu en vidéo, tous les autres participants ne sont absolument pas enregistrés ni quoi que ce soit. Les chats n'ont pas été enregistrés, tout ça. Voilà. Hein, donc, pas de souci, on reste vigilant en tant que société à être conforme à la RGPD. Sébastien? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, le mot de la fin, à bientôt, en espérant, prenez soin de vous. Et voilà, donc à bientôt, en espérant que ça a pu vous aider un petit peu pour rapprocher certains domaines. Nous, on reste à l'écoute aussi de toutes vos interrogations, puis aussi de vos expériences personnelles, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse. On fait par rapport à nos expériences personnelles, ce qu'on a pu voir nous sur le terrain. Donc, bien entendu, essayer de nous faire des remontées aussi. C'est toujours sympa de pouvoir partager dans des conditions comme ça, justement, de pouvoir partager avec plein d'enseignants différents et plein de jeunes aussi qui auraient des questions ou des informations sur des smart grids qui ont eu à côté de chez eux que nous, on n'aurait pas encore eu l'occasion de voir ou de connaître. Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt, j'espère. Voilà. Juste une dernière petite chose que je voulais dire. Hein. Tout à l'heure, on a eu une question, mais sachez que nous, sur la plateforme que RM on propose, on a vraiment fait le Smart Grid à l'échelle didactique. C'était notre volonté, hein, de pouvoir rejouer tous ces scénarios d'îlotage, etc., tout ça dessus. Voilà. On vous remercie et on reste à votre disposition. Pour toute information complémentaire. Voilà. Merci à tous et à bientôt.